Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, débrief de l'étape numéro 14 de ce d'Italie. Pardon, j'allais dire encore Tour de France, Tour d'Italie 2020, le Giro 2020. Vidéo qui va être un petit peu particulière, ça sera pas le résumé de l'étape, parce que bon, aujourd'hui, le résumé de l'étape, je vais pas te dire grand chose. Ça va être top et flop, mais il n'y aura pas d'habillage, un peu différemment. On va surtout parler du général. On va parler quand même des coureurs qui ont fait un bon contre-la-montre, mais ça sera surtout le général. On va peut-être même, c'est ce que je vais faire. On va parler déjà de ceux qui ont fait un bon contre-la-montre qui ne jouent pas le général et ceux qui se sont un petit peu ratés du côté des spécialistes. Dans ce cas-là, celui qui a bien réussi son contre-la-montre, c'est Filippo Ganna. J'ai pas grand-chose à dire. Il est bien positionné sur sa machine. Il colle 26 secondes. À Rohan Dennis, il a tout fait. C'est-à-dire que sur la portion qui était le plus dur, le premier intermédiaire, l'écart est très proche entre les deux. Et puis plus on avait du plat, plus ça convenait à Filippo Ganna, qui a très très bien fini sur une portion où il y avait des pentes un peu moins rudes et que ça convenait très très bien à passer en force. Et aujourd'hui, c'est vrai que Ganna est au-dessus de Rohan Dennis. On l'a vu au championnat du monde, on le voit encore là, donc vraiment une très bonne chose. On peut souligner également la 4e place de Thomas de Rent. Quand il veut, il peut, hein, Thomas de Rent, mais lui, il joue vraiment avec la motivation. C'est quand même un coureur qui peut beaucoup de choses. Je rappelle qu'il a quand même fini 3e à un Giro, mais il faut qu'il ait la motivation. La déception du côté de la victoire, du côté d'un bon classement, on va dire, de ceux qui jouent à l'étape, c'est Campana Hertz, parce qu'il finit 12e, Campana Hertz, qui est pas exceptionnel. Derrière même son équipier Matteo Sobrero. Ça fait comme depuis quelques temps que Campana Hertz, il nous a pas sorti un grand contre-la-montre. J'ai pas regardé son âge, Campana Hertz. Mais oui, il a que 28 ans. Et pourtant, on a l'impression qu'il est déjà sur le déclin, Campana Hertz. Donc c'est assez surprenant. Mais Tirreno Adriatico, oui, il avait fait 2e sur un parcours tout plat. Alors c'est peut-être le fait qu'il y avait des difficultés, mais il ne fait pas une incroyable saison pour le moment. Quand je regarde ses performances sur le contre-la-montre, sa dernière victoire, parce que ça doit remonter à quelques temps, sa dernière victoire, donc c'est pas... Là, je trouve qu'il est décevant depuis quelques temps comme Hertz. Sa dernière victoire, ça remonte au Baloise Belgium Tour, au mois de juin de l'année dernière. Il avait eu une année pas exceptionnelle, parce que je crois qu'il était tombé au championnat de Belgique. Me rappeler, il y avait un truc qui s'était passé au championnat de Belgique. Mais Campana Hertz, c'est quand même pas exceptionnel depuis le début de saison, il faut le dire. Un petit peu en difficulté, le coureur de NTT qui a encore 3 ans de contrat. Son contrat s'arrête en 2022 chez NTT. Bon, on passe maintenant au général. Du côté des tops, du côté du classement général, Joao Almeida. Joao Almeida qui a fait l'étape je dirais presque parfaite. Il est 6e à 1,31. Je trouve l'écart est quand même un petit peu important avec Filippo Ganna sur un parcours aussi long quand même. Donc ça montre peut-être que la fraîcheur est moins là ou que la condition physique est un peu moins bonne. C'est peut-être un indicateur, mais je trouve quand même qu'il se prend une 30. Je dirais qu'il y a une vingtaine de secondes de trop pour Almeida par rapport à un chrono d'habitude. L'avantage, c'est que les autres n'ont pas fait mieux. Quasiment du côté du classement général, sauf un, et on reviendra sur ce coureur. Après, la particularité de Joao Almeida, c'est que maintenant, si on élargit un petit peu, on n'a aucune certitude en haute montagne. Sur l'Etna, ça s'était passé pas top, mais l'Etna, c'était le 3e jour de course. Donc la forme est arrivée au fur et à mesure. Mais malgré tout, on n'a pas eu d'étape extrêmement pentue. Qu'il soit bon sur le contre-la-montre, c'est pas une surprise. On l'avait vu autour du bureau, enfin on l'a vu depuis le début de saison. Almeida sur les chronos, il a plutôt été très performant. C'est même un domaine dans sa carrière où il a plutôt été très bon. Voilà, il avait remporté le contre-la-montre de la semaine internationale Coppi et Bartali. Il en avait gagné un autre aussi. Non, pas autour de l'Algarve. Mais je l'avais vu l'année dernière, ça devait être l'année dernière où j'avais vu gagner un chrono. Où il avait fait des belles performances sur des chronos l'année dernière. Oui, bon, championnat du Portugal, bon, voilà, qu'il avait remporté. Il avait remporté le championnat U23 sur route et en ligne, hein, ce qui est assez rare, il faut le souligner. Je suis en train de regarder son palmarès, mais non. J'avais cru voir qu'il avait remporté un autre contre-la-montre l'année dernière, mais c'est pas le cas. Mais bon, qu'il fasse ce temps-là, c'est
pas une surprise pour moi. Maintenant, il a 56 secondes d'avance sur sur Kelderman. 2,30 sur Nibali, Pozzo Vivo, il y a un grand groupe là qui est à 2,30. Il peut perdre un petit peu de temps, mais le Piancavallo, il ne faudra pas qu'il craque dès le départ. Si vous voulez faire péter Almeida, je dirais que c'est peut-être le Piancavallo qui est le plus intéressant parce qu'avec une difficulté qui est surtout sa première partie de montée, mais il faudra être audacieux, il ne faudra pas que ça se regarde du côté des leaders. Si on veut mettre hors course Almeida. Parce que là aujourd'hui, un mec comme Nibali ou Pozzo Vivo, qui sont à 2,30, 2,33, aujourd'hui il faut qu'ils aient 3,30, voire 4 minutes. Il faut qu'ils reprennent 4 minutes, parce qu'il faut qu'ils aient 1 minute à 1,30 d'avance avant le chrono de Milan. C'est pas simple en 6 jours de course de reprendre ce temps-là. Donc ça va pas être facile quand même pour ces hommes-là. Le deuxième qui fait un très bon contre-la-montre, c'est Brandon McNulty qui a gagné 11 places aujourd'hui. Entre l'étape d'hier et l'étape d'aujourd'hui, 11 places de gagner. 7 places pardon, de gagner au classement. 4e. 2,23 pour McNulty, l'objectif est toujours un top 10 pour lui. Je sais pas s'il est en capacité de le faire. C'est un homme qui aime bien les conditions difficiles. Sur ce Giro, on est quand même assez gâté depuis le début de la deuxième semaine parce que il avait remporté une étape, il avait remporté le Tour de Sicile et l'étape de l'Etna qui s'était déroulée l'année dernière dans des conditions extrêmes. Il avait fait 2 très belles étapes. C'était pas l'étape de l'Etna, mais l'étape de l'Etna, il s'était bien comporté au Tour de Sicile. C'est l'étape d'avant, je crois. Qui avait des petites difficultés sous la pluie, il avait fait une démonstration. Donc c'est un coureur qui aime bien la pluie. Après McNulty, on n'a aucune certitude sur 3 semaines aussi. C'est un peu comme Almeida, on ne sait pas comment il se comporte au niveau de la récupération. En haute montagne, si je regarde l'étape de l'Etna, je crois qu'il avait perdu du temps aussi, lui sur l'étape de l'Etna, parce qu'il n'avait pas fait une très très bonne première semaine. Il avait fini 20e à l'Etna. Donc c'était Camigliatello où il avait fini 34. Là, il avait perdu du temps, mais il était 20e. Donc oui, il était à 1,37 de Caseido. Donc il avait perdu une quarantaine de secondes sur Fuglsang. Donc il était... Et par rapport à Almeida, il était derrière Almeida aussi. Donc il avait perdu pas mal de temps. Donc je pense que McNulty aura du mal à garder ce classement. Après, faut voir parce que si la forme commence à arriver au bout de cette 3e semaine, je trouve qu'il n'avait pas fait une très très bonne première semaine, qu'il n'avait pas fait une bonne entame de Giro, et que la 2e semaine, il m'a plutôt surpris dans sa capacité à attaquer parfois, donc à prendre des bonifications sur certaines étapes. Donc du côté de McNulty, il faut quand même se méfier de ce coureur. Les 2 perdants pour moi, c'est Fuglsang, parce qu'aujourd'hui Fuglsang, il est à 4,08 au général. Pas un très bon contre-la-montre et ça va être compliqué d'aller chercher la gagne quand vous êtes aussi loin. 4,08, ça veut dire que lui, faut qu'il reprenne aussi 5 minutes. Faut qu'il reprenne 5 minutes sur Almeida. Faut qu'en même temps, il reprenne 5 minutes seul. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait Kelderman, Bilbao, McNulty, Nibali, Maika, Pozzo Vivo, Masnada, Conrad, et Janeley et Tao Gegenhardt. Ça commence à être compliqué là quand même pour gagner le Giro. Faut qu'il y ait les 11 mecs devant qui se plantent. Même le top 5, ça va être compliqué pour Fuglsang. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas des très très grandes jambes. Ce qui est dommageable quand même pour ce coureur, c'est qu'il n'a pas fait les classiques ardennaises, où normalement il aurait pu être un opposant farouche à la Philippe. Pour aller sur le Giro, on s'attendait quand même mieux qu'une 10e place ou qu'une 9e place, ce qui est certainement encore possible pour lui. C'est quand même un petit peu frustrant de la part de Fuglsang, on attendait un peu mieux. Et puis aujourd'hui, Nibali, pour moi, parce qu'il est à 2,30 au général, il fait vraiment pas un bon chrono, je crois qu'il met 15 secondes à Pozzo Vivo. Que Pozzo Vivo perde du temps sur un contre-la-montre, c'est pas une surprise pour moi, c'est Pozzo Vivo. Je suis même surpris que Riblon ait dit je pense qu'il peut bien limiter la casse. Non, c'est Pozzo Vivo. C'est-à-dire Pozzo Vivo, il a jamais été bon sur le contre-la-montre parce que c'est un petit gabarit déjà. Et il est encore moins bon aujourd'hui parce qu'il a le problème avec son bras, donc il a une position sur le vélo qui est pas exceptionnelle. Ouais, c'est pas une surprise pour moi Pozzo Vivo. Ce qui est une surprise, c'est que Nibali ne fasse pas une plus grande différence à Pozzo Vivo et surtout qu'il perd 17 secondes sur Maika.
Ça, c'est surprenant. Pour le moment, je trouve qu'on n'a pas du grand Nibali, quand même, depuis le début de ce Tour d'Italie. C'est la confirmation. En plus, il a perdu Giulio Ciccone, Nibali. Donc ça commence à mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Moi, je le mets peut-être plus pour les prétendants à la victoire. Pas contrairement à Pozzovivo. Pour moi, Pozzovivo est toujours prétendant à la victoire. À 2,33, vu ce qu'il nous a montré, c'est peut-être l'un des rares qui sera en capacité d'aller sortir Almeida de Sarou et également Kelderman. Il faudra se méfier de Kelderman et Bilbao, parce qu'on n'en parle pas de Bilbao depuis le début de ce Tour d'Italie, mais il est plutôt performant. Alors moi, Bilbao, j'attends en haute montagne. Là aujourd'hui, il nous a fait un petit contre-la-montre. Il nous a fait un contre-la-montre, il était à sa place parce que, bon, contrairement à ce que dit Patrick Chassé, certes il a été champion d'Espagne, mais je crois qu'au championnat d'Espagne il y avait vraiment personne cette année. Et je l'ai vu moi sur les chronos au championnat du monde par exemple, il était, je crois, au-delà de la 40e place. Donc c'est pas un grand spécialiste du contre-la-montre. C'est juste qu'en Espagne déjà, si t'enlèves 2-3 coureurs, si t'enlèves Castroviejo, Luis Sanchez, c'est sûr que le niveau diminue d'un coup. Maintenant, on va voir parce qu'il avait devancé Luis Sanchez, Gorka Izagirre, Rémy Castrillo et Oscar Rodriguez. Pour te dire que c'est quand même pas les meilleurs sur le contre-la-montre et qu'il y avait quelques coureurs qui n'étaient pas présents quand même sur cette épreuve. Mais pour revenir à Bilbao, moi j'attends de voir en haute montagne. Je sais qu'il est très très bon puncher. Bon grimpeur, en haute montagne, je sais pas trop. L'année dernière, il avait fait un bon Giro. Donc c'est savoir. Peut-être qu'il arrivera à faire des belles performances. Parce que je me souviens l'année dernière chez Astana. Bon, il avait perdu beaucoup de temps dès le départ. Mais il avait fait vraiment des très très belles étapes. Moi, je me souviens de sa victoire. Voilà, c'était le Monte Avena où il avait très très bien joué le coup. À l'Aquila, je m'en souvenais plus. Mais oui, il avait gagné également à l'Aquila. Il avait gagné 2 étapes. Donc il avait été plutôt très bon. Il peut tenir en haute montagne, mais est-ce qu'il arrivera à tenir 3-4 jours d'affilée? Ça, c'est une autre question. Et puis, la belle perf aussi. Moi, si on parle de 3e semaine, le coureur sur lequel il va falloir se méfier, c'est Geoghenaert. Parce que il a perdu beaucoup de temps en première semaine. Les 3-4 premiers jours où il était là pour aider Geraint Thomas. Mais depuis qu'il est le leader de cette équipe Ineos, je trouve qu'il est plutôt très bon et je trouve qu'il est plutôt pas mauvais. On l'a vu, 4e à Monzelice, Rocarazzo 6e. Il avait perdu du temps à l'Etna, il avait fini 24e. Un petit peu comme McNulty. Mais je trouve que depuis, il est pas mauvais. Il est quand même loin en général, donc on va peut-être pas s'en méfier. Et il m'a l'air quand même très performant. Et puis Maïka aussi, parce que 2,33, il s'est pas raté sur le chrono. Il est vraiment à sa place, mais même mieux que d'habitude. Maïka. Donc ça montre qu'il a l'air d'avoir des très très bonnes jambes. Et puis l'avantage c'est que Conrad a perdu un peu de temps. Donc peut-être que maintenant il sera le vrai leader de cette équipe. Sagan en plus pourra pas jouer sa carte tous les jours. Donc il pourra peut-être l'aider. Faudra faire attention. À Rafał Majka, faut pas négliger le petit coureur polonais. On a tendance des fois un petit peu trop le négliger. Demain, Piancavallo. Il y a 3 côtes de 2e catégorie. La montée de Piancavallo, c'est très difficile au pied, un peu moins difficile en haut. Donc c'est une côte pour les audacieux. Mais je vous dirai tout ça dans la présentation de l'étape demain matin 7h30. Et puis on fera bien entendu le débrief de cette étape dans la soirée. Allez, ciao ciao sur la Méric Production. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, à la prochaine sur la Méric Production.